Oh, salut, c'est Lino et bienvenue dans cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, le traité néo-réactionnaire, écrit par Nîmes. Alors donc, qui est Nîmes? Pour les plus attentifs et connaisseurs de la chaîne, ce nom vous dit certainement quelque chose car il est déjà venu ici lors d'une vidéo centrée sur la pensée prométhéenne. Et donc, pour rappel, Nîmes est le cofondateur du webzine Rage Culture, qui est un webzine qui accueille plusieurs rédacteurs, dont moi-même, Lino Vertigo. C'est donc un collectif de rédacteurs venant d'horizons différents. Il y a des occidentalistes, des néo-réactionnaires, des libertariens et des inclassables. Tous ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets, mais ils partagent une vision du monde prométhéenne plutôt pro-technique, pour le libre marché et qui met en valeur l'Occident et ses réalisations. Sans fausse modestie, c'est un blog qui essaye d'avoir une certaine rigueur intellectuelle et qui s'éloigne de bon nombre de sujets qui vous savez, polluent la pensée poétique euh, de droite et qui globalement polluent la pensée politique française et occidentale en général, comme le tiers-mondéisme, le marxisme, le complotisme, etc. etc. Je ne vais pas faire une longue liste, mais vous les connaissez. Nîmes est un peu la clé de voûte de Rage Culture. Il est celui qui produit de très loin le plus d'articles et c'est celui qui anime le projet. Et comme je le disais, il vient de sortir son premier livre, Traité néo-réactionnaire, Penser l'accélérationnisme, qui est édité chez Eteri. Eteri, qui est la maison d'édition de Julien Rochdy. Et donc, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quelques éléments par honnêteté intellectuelle. Donc, je connais Nîmes depuis plusieurs années. C'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'échange beaucoup. Et j'ai par conséquent été exposé à ses idées depuis assez longtemps à travers les échanges que j'ai eus avec lui, mais aussi au travers des différents articles qu'il a écrits pour Rage Culture. En quelque sorte, le début de ce livre, c'est la série d'articles qui s'appelle TNT, qu'il a publié chez Rage Culture, et de mémoire, il y en avait environ 45. Car il y avait 45 articles de cette série. Tous étaient relativement longs, et donc il a condensé tout ça et dans un livre qu'il a aussi beaucoup retravaillé, et il a ajouté aussi beaucoup d'éléments. Vous ne trouverez pas forcément les articles tels quels dans le livre. Et donc, mais ces articles étaient le point de départ pour aboutir à ce livre, qui est donc un essai et un traité de philosophie. Au cours de cette vidéo de présentation, je vais, autant que faire se peut, mettre de côté ma sympathie pour Nîmes et essayer de vous donner la vision la plus objective, mais aussi éclairée possible sur ce travail. Sachant qu'il n'est jamais tout à fait possible d'atteindre l'objectivité absolue, a fortiori dans ces conditions. Mais il me semblait très important de vous préciser tout cela afin d'être le plus loyal envers vous, cher public, chers spectateurs, et que vous ayez tous les éléments en main pour rentrer pleinement dans cette vidéo. Et donc, par où commencer? Eh bien, si vous le voulez bien, on n'a qu'à commencer par le titre. Traité néo-réactionnaire. D'autant plus que le titre signifie beaucoup. C'est un titre qui doit être assez intriguant pour bon nombre, j'imagine, car en effet, comment la pensée réactionnaire, qui par nature a vocation à être un mouvement vers l'arrière, peut-elle être accolée au préfixe néo, qui est pratiquement son opposé, et qui signifie le nouveau, et qui appelle plutôt vers un avancement. Cela suggère donc un mouvement impossible, ou plutôt qui va au-delà du pensable. Il s'agit donc d'un courant atypique, hors des standards actuels. Et c'est effectivement le cas, car c'est bien le nom d'un courant philosophique contemporain qui s'appelle aussi Enerix. C'est un courant qui est majoritairement anglo-saxon et qui est devenu particulièrement influent depuis quelques années, notamment dans la big tech américaine. Et c'est même membres de la tech américaine qui, depuis quelques jours, au moment où je fais cette vidéo, sont en train d'atteindre le pouvoir aux USA. Cela se voit notamment au niveau du futur vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui se revendique notamment de ses idées néo-réactionnaires et qui est un ami de Curtis Yarvin, une des figures fondatrices de cette pensée.
Et il y a aussi, plus généralement, des individus comme Peter Thiel, Elon Musk ou Marc Andreessen qui ont qui ont eu une vraie influence sur la victoire de Trump et qui sont tous engagés dans des degrés plus ou moins importants dans cette pensée. Et donc, Nîmes, à travers ce livre qui est un traité, va exposer de manière systématique et approfondie les idées, les arguments, les réflexions de cette philosophie, en y apportant en même temps sa pierre à l'édifice, au travers d'analyses détaillées structurées sur des questions fondamentales de la philosophie, telles que l'éthique, la métaphysique, l'épistémologie, la politique ou l'esthétique. À propos du sous-titre « Penser l'accélérationnisme », lui fait plutôt référence au fait que la pensée néo-réactionnaire s'inscrit dans un cadre de pensée encore plus large, qui est l'accélérationnisme, qui induit une certaine vision du monde, du rapport entre l'homme et la technologie. Cela sera développé plus longuement dans le livre. Et donc, c'est un livre très généreux, d'une incroyable densité, un peu comme ce genre de gâteau au chocolat, si je puis me permettre. Vous savez, ceux dont je parle, ces gâteaux qui sont pas très volumineux, mais extrêmement lourds et denses, avec lesquels vous pourriez caler des portes, mais qui sont incroyablement coûteux en chocolat et qui renferment à l'intérieur encore des pépites de chocolat. Bon, autrement dit, c'est un livre extrêmement riche, très ambitieux, qui aborde un nombre vertigineux de sujets. Un livre qui va être plus progressif que la majorité des pensées que vous connaissez, et à la fois plus réactionnaire que bon nombre d'autres pensées. Mais tout cela à sa manière. Ce qui est profondément intriguant dans ce livre, c'est de voir comment les idées philosophiques et scientifiques les plus modernes finissent par se rejoindre dans un mouvement surprenant avec les formes les plus anciennes de la tradition. C'est déjà quelque chose que les plus attentifs de Surhomme et Sous-Homme, le dernier livre de Julien Rochely, que j'ai ici d'ailleurs, c'est ce que les lecteurs les plus attentifs de ce livre ont pu constater aussi. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Julien Rochely parle lui-même d'entropie depuis quelques années, par exemple. Il y a des sources communes avec Nîmes, mais pour autant, les conclusions sont éloignées. Et c'est d'ailleurs d'autant plus loyal intellectuellement et humainement de la part de Julien Rochely de publier un tel livre qui va au moins en partie à l'encontre de ses idées récentes. Certains auraient pu penser que Nîmes et lui furent ennemis idéologiques, n'ayant aucune possibilité de dialogue. Preuve en est que c'est quelque chose de plus complexe que cela. Et c'est d'ailleurs une des qualités incroyables de ce livre, qui peut à la fois avoir une préface et une postface de Laurent Alexandre, promoteur le plus médiatique du transhumanisme en France, et d'être publié chez Julien Rochely, une des grandes figures dans la pensée conservatrice et réactionnaire actuelle. Comme une sorte de réconciliation entre la pensée classique et la modernité la plus radicale. Et donc ce livre se divise en deux grandes parties. La première partie s'intitule La Cité d'Egnon et la seconde La Cité d'Elon, chacune abritant tout un tas de petites sous-parties, de petits chapitres. La première grande partie est une proposition de nouvelles visions du monde, et la seconde, la description et l'exploration du système politique découlant de cette vision du monde et adapté aux besoins de notre temps. Ou pour le dire autrement, la Cité d'Egnon pose des bases philosophiques, tandis que la Cité d'Elon explore les implications politiques. Je vais revenir plus ou moins rapidement sur chacune de ces grandes parties et de ces sous-parties les plus importantes. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails pour vous laisser découvrir ce livre, mais sachez que la première partie est de loin la plus technique, malgré l'effort considérable de pédagogie que Nîmes a mis en place pour traiter celle-ci. Elle aborde énormément de concepts qui ont un certain degré d'abstraction, mais cela vaut vraiment la peine, car c'est, à mon sens, la plus intéressante et la plus profonde. Mais je vais vous le dire franchement, c'est le genre de lecture puissante capable de chambouler au moins en partie votre vision du monde. La seconde, quant à elle, est bien plus accessible, car en vérité, elle est bien plus concrète et politique. Elle ne demeure pas moins très intéressante et offre des pistes de réflexion politique passionnantes, a fortiori pour nous, Européens et Français, qui vivons dans un monde politique totalement sclérosé, qui a besoin de s'abreuver à des sources politiques plus bouillonnantes, qui se trouvent actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce livre est, je pense, la meilleure introduction possible dans la sphère francophone. Le projet du livre pourrait être résumé par ce paragraphe, page 30.
Nous vous emmenons ni plus ni moins dans une aventure visant à rassembler des connaissances qui furent longtemps étudiées séparément. Ainsi, mises ensemble, elles pourraient offrir une vision du monde que certains ne manqueraient pas de qualifier d'effrayante. Certains le vivront comme une libération et d'autres comme une malédiction, lui préférant encore le nihilisme naïf d'aujourd'hui. Nous vous emmenons dans l'antre de Cthulhu, mais vous pouvez encore rebrousser chemin. Voilà. Maintenant que le décor est planté, explorons ce traité que je vais essayer de vous vulgariser autant que je peux. Et donc, revenons à la première partie, la cité de Gnon. Donc, elle commence très fort avec l'ambition de créer un nouveau cadre épistémologique, c'est-à-dire un ensemble de principes, d'axiomes et de postulats qui définissent les fondements sur lesquels doivent reposer la production, la validation et l'organisation de la connaissance. Ce cadre sert à établir comment la connaissance est créée, quels sont ses critères de vérité ou de validité, et quelles méthodes ou approches sont légitimes pour y parvenir. La modernité est ainsi considérée comme un cadre épistémologique dépassé. Nim affirme et tente de démontrer l'existence d'une vérité qui ne peut être approchée que par des intermédiaires, comme le langage ou les cadres épistémologiques. Ceux-ci doivent être continuellement améliorés et aiguisés contre la réalité elle-même, qui, au final, est l'ultime juge. C'est elle qui tranche sur la pertinence et l'efficacité de telle ou telle idée ou cadre épistémologique, permettant ainsi de savoir lequel est le plus proche de la vérité. Il en arrive à ces conclusions en explorant les dimensions possibles de la vérité et les possibilités offertes, par exemple, par les énoncés apodictiques. Il est écrit ainsi, page 38. Ce que nous nommons vérité est en fait le degré d'adéquation de notre cadre conceptuel pour appréhender la réalité. Lorsque vous admettez que la proposition d'Hoppe est vraie, vous admettez qu'elle peut être utilisée pour créer une représentation du monde nous permettant d'appréhender la réalité de manière efficace. La réalité existe de manière objective et nous ne pouvons jamais que tenter de l'appréhender par la médiation de nos représentations, qui seront plus ou moins efficaces, plus ou moins vraies. La connaissance est subjective, la réalité est objective. Et la vérité se situe à la frontière entre notre subjectivité et la réalité objective. La réalité existe indépendamment de nous, mais la vérité est intimement liée à notre cadre épistémologique. Si nous utilisons le même cadre épistémologique, alors nous aurons la même notion de vérité, et elle obtiendra un caractère objectif au sein de ce cadre. Ne pouvant avoir qu'un point de vue subjectif, nous n'avons pas accès à la réalité brute. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas sur un plan entièrement différent. Nous baignons dans la réalité, mais elle nous est filtrée par notre subjectivité. Nous ne pouvons viser qu'à améliorer ces filtres, et cela passe par l'utilisation du meilleur cadre épistémologique au sein duquel la vérité a de la valeur. Sans oublier que certains pans de la réalité elle-même ne peuvent pas être appréhendés par la seule logique, comme l'a souligné Wittgenstein. Le cadre épistémologique de Nim réhabilite les catégories classiques issues de la tradition, telles que la cause finale, l'unité et l'être. Il explore d'ailleurs ces différentes catégories dans des sous-parties dédiées. Ainsi, pour la cause finale, il l'aborde en la reliant à la notion d'entropie et à la cybernétique, pour montrer que la vie agit comme une structure dissipative, c'est-à-dire un système qui maintient son ordre en échangeant énergie et matière avec son environnement, luttant ainsi contre le chaos et la désagrégation de son être. En maximisant l'information et en l'optimisant par sa propre complexité, la vie incarne une tendance à transcender l'entropie. Je précise que l'entropie est une mesure du désordre d'un système et qui reflète la tendance naturelle qu'a ce système à évoluer vers un état de chaos maximal. Cette dynamique suggère que l'univers lui-même pourrait avoir une direction intrinsèque orientée vers une valeur comme l'ordre, l'information et la maximisation de la puissance. Ainsi, la vie n'est pas simplement un accident, mais d'un processus significatif indiquant un objectif profond à échelle cosmique. Pour l'unité, il cherche l'unité fondamentale de la réalité en combinant les perspectives de la cybernétique, de la thermodynamique et de la philosophie du devenir. Il repart du principe que la vie est une structure dissipative, utilisant l'énergie pour créer de l'ordre afin de maximiser l'information, ce qui la relie au processus global d'auto-organisation de l'univers.
En reliant le temps, l'espace et les transitions de phase, il démontre l'évolution de la complexité qui tend vers une optimisation systémique où chaque élément participe d'un tout dynamique. La réalité est perçue comme un système cybernétique global cherchant non seulement à stabiliser des structures, mais aussi à les transcender en augmentant leur puissance et leur efficience. Cette quête d'unité met en évidence que la vie sert un tout supérieur en harmonisant ses actions avec les lois universelles, révélant une direction sous-jacente à l'univers lui-même. Quant à la catégorie de l'être, c'est la sous-partie la plus abstraite et la plus technique. Parce que, on parle d'ontologie du coup, et on s'appuie naturellement sur les travaux d'Heidegger que je ne maîtrise que très peu. Et donc cette section explore la relation entre l'être, la vérité, la vie, et où l'être est une réalité fondamentale émergente de l'information. Nim, dans cette sous-partie, pose des définitions telles que l'être possible, qui représente les potentialités non encore réalisées, tandis que l'être réel correspond, quant à lui, à toutes ces potentialités actualisées dans le monde matériel. La vie agit donc comme un système dissipatif cherchant à maximiser sa puissance au travers de l'action de la connaissance. La technique est vue comme un prolongement de la vie, augmentant la capacité humaine à dévoiler la vérité et donc à transformer l'être possible en être réel. C'est cette évolution qui pourrait conduire à une super intelligence surpassant l'humain bientôt. Et dans cette sous-partie, la quête de la vérité y est interprétée comme un outil au service de la puissance et du dévoilement de l'être. Je ne vais pas développer toutes les sous-parties suivantes car elles sont nombreuses. Sachez toutefois qu'il examine et définit dans l'optique de son cadre épistémologique fondé sur la cybernétique des notions comme l'art, le beau, le bien, considérées comme des valeurs idéales traduisant la réduction de l'entropie dans un système. Le mal, en revanche, lui, est interprété comme une augmentation générale de l'entropie. Cela permet de placer le bien et le mal sur une même échelle, rejoignant ainsi la définition du mal de saint Augustin, ce dernier étant perçu comme l'augmentation de l'entropie, tandis que le bien correspond à sa réduction. L'exemple de la définition du mal qui rejoint celle de saint Augustin illustre la convergence des idées issues de la tradition et des observations scientifiques et rationnelles du monde. À ce sujet, Nim déclare, page 141, « Si nos travaux ont commencé de façon entièrement indépendante de la religion, nous nous réjouissons d'observer qu'ils peuvent aujourd'hui être replacés d'une manière ou d'une autre dans cette filiation, sans que cela nous embarrasse. Si tout peut être réduit en dernière instance à dans l'information, alors un vol, un mensonge, une tromperie, et tous les actes délictueux contre lesquels l'Église catholique met en garde sont des entorses au respect de l'information. Or, au final, nos travaux pourraient se résumer à l'impératif moral de respecter l'information, l'être. » En parlant de religion, il n'évite pas les sujets qui fâchent comme Dieu, et il l'aborde directement dans ma sous-partie préférée intitulée « Dieu, toute vérité est-elle démontrable ?» Pour l'anecdote, c'était à l'origine un article de Nim pour H Culture qui n'a jamais été publié, mais que j'avais eu à l'époque l'opportunité de lire et qui m'avait beaucoup marqué. Et il enfonce le clou dans son livre. Il explore la relation entre la vérité, l'information et la transcendance. Il examine notamment l'idée que la vérité dépasse les limites de la démonstration logique, suggérant un lien entre l'information et la réalité, mais aussi que certaines vérités sont indicibles, accessibles uniquement par des expériences intuitives ou transcendantes. Il affirme cela en s'appuyant notamment sur les travaux de Wittgenstein et Saint-Exupéry. Il examine aussi d'autres théories très stimulantes et métaphysiques telles que le monde comme simulation informatique de Mick Bostrom, mais aussi l'hypothèse du hit from bit de John Wheeler ou le panenthéisme de Whitehead. Il conclut cette première partie du livre par une sous-partie très longue présentant l'accélérationnisme, qui constitue l'aboutissement de tout le travail intellectuel de la cité de Gnone. Il expose des grandes idées de la philosophie accélérationniste, selon laquelle l'accélération des technologies et des processus sociaux redéfinit l'avenir de l'humanité de manière inéluctable. Le capitalisme technologique,
ou appelé autrement technocapital, agit comme un système auto-évolutif poussant l'humanité vers une singularité technologique en cherchant l'augmentation de l'ordre via le progrès. Il explore aussi les conséquences morales de tout cela d'une manière très originale. Ainsi, il dit, page 166, « Si on accepte les points précédents mettant en avant comment la vie constitue une succession de singularités, comment rejeter l'idée de progrès ? Le progrès, tel qu'il est entendu aujourd'hui, est fort mal nommé. Il est le processus qui nous conduit toujours davantage vers l'essence de la gauche, l'inclusion totale et le chaos. C'est un contresens. Le progrès ne peut pas être compris comme cette tendance à aller vers plus d'entropie, mais comme la capacité à lutter contre. En cela, nous nommerons cette acceptation du progrès l'archéoprogressisme. En grec, le mot arché fait référence au commencement et au commandement. Il est pour Anaximandre le commencement, et chez Aristote, la cause de toute chose, le premier moteur. Et nous souhaitons, nous aussi, cerner une essence permanente qui s'est exprimée non seulement durant la période archaïque, mais même avant que la vie n'apparaisse, et qui appelle nécessairement l'homme à être dépassé sur le long terme. L'arché va être le principe fondamental, le moteur qui dirige le progrès. Ce dernier étant à comprendre dans le sens où Norbert Wiener l'utilise, c'est-à-dire comme lutte contre l'entropie, donc vers l'augmentation de l'ordre et de la complexité. L'ordre doit lui-même être compris comme la maximisation de la création et de l'échange d'informations. Ainsi, il n'y a pas d'antagonisme entre l'ordre et le progrès. Le progrès est nécessairement une recherche d'ordre. Nin dessine aussi une vision post-humaniste, un monde où la vie humaine évolue pour maximiser son potentiel extropique, c'est-à-dire l'inverse de l'entropie, c'est-à-dire l'ordre, aligné avec les lois de l'univers. L'accélérationnisme devient ainsi une philosophie héroïque, tragique et cosmique, visant à transformer la réaction en progrès véritable. Il dit ainsi, page 185, « Ce que nous savons pour sûr, c'est que la technique conduira nécessairement à la disparition d'Homo sapiens. Il relève de nos choix que ce soit par le haut. Technosapiens sera le nouveau chouchou de Prométhée. Cela confère à cette vision du monde une posture éminemment tragique qui nécessite d'adopter une morale ascétique qui appelle à remplir son rôle dans l'univers, celui de la vie, avec un certain flegme, quelles qu'en soient les conséquences. En d'autres termes, c'est choisir la vérité, l'aletheia et la technique qui la dévoile, plutôt que l'humanité, qui ne pourra être préservée telle qu'elle est aujourd'hui, qu'au prix du mensonge et de la fiction rassurante. Si Dieu existe, alors le technocapital est une émanation de sa volonté. Mais est-ce que les hommes sont ses chouchous, qui conduit toujours vers plus de liberté? Rien n'est moins sûr. On pourrait tout autant disparaître en réalisant sa volonté. Mais avons-nous vraiment le choix? Probablement pas. Mais si on respecte ces règles, quand nous disparaîtrons, ce sera pour laisser une progéniture dont nous pourrions être fiers. Alors, être prométhéen, c'est aussi être faustien. C'est servir la vie, ou plutôt la life, ou vie avec un Y, et en dernière instance, gnon. À travers cet extrait, vous pouvez retrouver une vision du monde que j'appelle technotragique et qui me tient particulièrement à cœur et qui en vérité me hante depuis quelque temps. Et dont je parle longuement dans mon dernier article chez Rage Culture, que vous pouvez consulter, je le mettrai en description de cette vidéo. Et donc abordons maintenant la deuxième grande partie du livre intitulée La Cité d'Elon. Et donc la première chose à savoir est qu'elle est bien plus petite que la première. Elle représente environ un tiers du livre, et alors que la première, logiquement, représente les 2 tiers. Ceci est un enchaînement logique de la première partie. La cité de Gnon étant donc le socle de connaissances, la vision du monde servant à comprendre l'univers, et la cité d'Elon vise quant à elle à comprendre l'homme et les sociétés humaines. Cela commence par une réflexion sur l'ordre, la stabilité et le progrès des sociétés. Le progrès repose ainsi sur un ordre juste qui se trouve à mi-chemin entre le chaos et la rigidité, permettant la transformation efficace et durable de la société. La gauche et la droite sont donc respectivement vues comme des forces de malléabilité et de stabilité, pouvant toutes deux tomber dans des excès mettant en péril le progrès.
La démocratie est également mise en question pour son incapacité à maintenir cet équilibre, étant parfois trop malléable et manipulée par des intérêts personnels au détriment de la liberté elle-même et du progrès. Par la suite, Nîmes présente les dynamiques entre capitalisme, croissance et décroissance. Le capitalisme est décrit comme un système organique capable d'optimisation et de résilience, favorisant la connaissance et l'efficacité, alors que la décroissance et l'intervention étatique sont critiquées très fortement comme étant des illusions, privilégiant l'effondrement contrôlé plutôt que le progrès. Le PIB est aussi remis en question car il est un indicateur de fait de croissance biaisée et peu efficace. Nîmes recommande plutôt de se concentrer, de centrer notre approche sur l'énergie et l'information. L'auteur s'attarde aussi longuement sur des propositions politiques, en partant des fondements libertariens, notamment les axiomes de Mises et Hoppe sur l'action humaine et la non-agression. Mais il souligne les limites de ces axiomes et de ces idées, car elles reposent sur une éthique individuelle et une vision culturelle préexistante, mais elles ne prennent pas suffisamment en compte les conditions nécessaires à leur émergence, ni les réalités politiques complexes, comme le fait que la souveraineté repose sur des rapports de force. Il s'appuie beaucoup sur Curtis Yarvin, qui propose une alternative que je qualifierais de post-libertarienne, dépassant le cadre libertarien classique par une approche cybernétique. Yarvin suggère de formaliser l'État en le transformant en une entreprise privée, gouvernée par des règles d'efficacité, alignant ainsi l'intérêt du dirigeant avec ceux de la société, dans un patchwork de mini-nations autonomes où chaque entité pourrait s'auto-organiser selon ses critères culturels ou idéologiques. Nîmes écrit ainsi, page 237. Pourquoi choisissons-nous le conte de Yarvin plutôt que celui de Hans-Hermann Hoppe ? Parce que les États ne vont pas tous disparaître demain et qu'il semble préférable de tenter de parvenir au même résultat souhaité sans le faire reposer sur ce qui devrait être, mais sur ce qui est. Comme nous l'avons dit au début de cet ouvrage, la limite du langage est qu'il reste une métaphore ne pouvant capturer pleinement la réalité. Le tort des libertariens est d'imaginer que leurs principes a priori disent quelque chose de la réalité elle-même dès lors qu'ils aboutissent à une tautologie. Des éléments relevant de la logique de premier ordre définissent les contours du cadre logique que l'on utilise pour appréhender la réalité. Mais ils ne disent rien directement sur la réalité. Le cadre épistémologique libertarien nous semble pertinent, mais nous aurions tort de le plaquer sur la réalité sans prendre en considération cette dernière. Il nous semble que le cadre épistémologique libertarien est même le meilleur que l'on puisse proposer aujourd'hui pour penser l'éthique. Mais des individus appréhendent le monde avec différentes structures cognitives, leur offrant une représentation différente du monde, et seuls des individus adoptant le cadre épistémologique libertarien peuvent vivre entre eux. Les principes libertariens ne peuvent être exprimés qu'au sein d'une culture existante avec un degré de développement suffisamment avancé, entre personnes les acceptant de leur plein gré. Et il semble que nous empruntions la direction opposée. Yarvin cherche à trouver un moyen de créer les conditions permettant de favoriser l'essor de ces principes. Tout le mérite de Yarvin revient alors à formaliser ce qui est, plutôt que d'imaginer un monde de propriétaires post-État ne correspondant pas à la réalité. Il veut formaliser le fait que le territoire est la propriété primaire d'un État transformé, de facto, en compagnie privée. D'autres idées comme l'État-réseau déterritorialisé de Balaji sont également évoquées en détail. Par la suite, Nîmes évoque les enjeux technologiques et écologiques, notamment les contraintes de ressources énergétiques et les défis qu'elles posent, et qu'il faudra bien surmonter pour que l'humanité et la structure qu'elle a générée continuent de se répandre dans l'univers, et en premier lieu dans le système solaire via la conquête spatiale. Il en profite pour présenter des concepts importants, pour comprendre profondément les enjeux écologiques, comme celui de la Reine Rouge, mais qui sont hélas trop peu évoqués. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo moi-même dédiée à ce concept. Enfin, Nîmes conclut par un ultime chapitre que je vous laisse découvrir. Je dirais simplement qu'il est vraiment très stimulant, voire exaltant, et que celui-ci conclut parfaitement le livre sur une note très agréable. Je vais maintenant aborder les critiques globales que l'on pourrait adresser au livre selon moi. Et donc la vérité, c'est que ce n'est pas un livre à la portée de tout le monde.
C'est un véritable essai de philosophie, avec ses défauts et des qualités que cela implique. La première partie est assez technique et abstraite, comme je vous l'expliquais précédemment. C'est qui demande de s'accrocher car elle manie de nombreux concepts et qu'il faut être capable de les articuler ensemble, ce qui n'est pas forcément évident. Et pour peu que vous soyez novice dans cette pensée, ce livre vous demandera d'assimiler énormément d'informations. C'est pourquoi, à mon sens, il aurait peut-être mieux valu diviser le livre en deux ouvrages. Un livre sur la cité de Gnon et un livre sur la cité d'Elon. Bien que les deux parties s'enchaînent parfaitement et qu'elles soient cohérentes entre elles. Un autre défaut, cette fois matériel, c'est que beaucoup de schémas et de graphiques dans ce livre ne sont pas d'une qualité optimale. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont, comment dirais-je, pixelisés et peu lisibles. Attention, rien de rédhibitoire selon moi, ça reste quand même lisible, mais ça fait un peu tâche en comparaison de la qualité du texte proposé, mais aussi de la couverture du livre, que moi je trouve personnellement très jolie et qui fait que c'est un bel objet. Et donc je n'ai pas grand-chose à redire sur la première partie en elle-même, donc qui, comme je vous l'expliquais, pose le cadre et le fondement de la pensée accélérationniste et NRX. Je trouve cela très convaincant et je suis acquis à ses idées. En revanche, concernant la seconde partie et la vision politique qu'elle engendre, je suis un petit peu moins convaincu. Non pas que je remette en cause la pertinence de ces idées, je pense qu'elles sont parmi les plus pertinentes qui soient, qu'elles sont même souhaitables et certainement parmi les perspectives politiques les plus plausibles dans les prochaines années. Cet effort de réalignement du politique et de la responsabilité est essentiel. Cependant, il y a quelque chose que je ne saurais expliquer qui me laisse un peu sceptique. Je suis toujours un peu méfiant vis-à-vis des nouveaux paradigmes politiques qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves, même si le néocaméralisme de Yarvin, développé dans ce livre, est une idée très pragmatique. Et donc je vais évoquer les qualités globales du livre. Déjà, en premier lieu, c'est la meilleure porte d'entrée possible pour accéder à la pensée néo-réactionnaire et comprendre le cadre accélérationniste. Je pense sincèrement que c'est une grande chance d'avoir dans le monde francophone un livre d'une telle qualité pour introduire ces idées qui, comme je le disais précédemment, vont prendre une importance énorme dans les prochaines années via l'élection de Donald Trump. Et je suis à peu près certain qu'il n'existe pas d'équivalent pour les locuteurs allemands, italiens, russes ou japonais pour comprendre ces idées. Sinon, comme je l'évoquais plus haut, la seconde partie est peut-être un ton en dessous de la première, mais c'est surtout parce que la première partie du livre est vraiment impressionnante et arrive à saisir avec brio des sujets fondamentaux. Comme je le disais également, ce livre vous initie avec beaucoup de pédagogie aux idées accélérationnistes, libertariennes et néo-réactionnaires, tout en y apportant une touche personnelle, une sensibilité et des idées propres à l'auteur. Comme je le disais en introduction, la pensée développée dans ce livre est vraiment puissante et m'a personnellement beaucoup marqué. Elle a exercé une grande influence sur ma manière de penser et ma vision du monde. Il me semble qu'elle constitue le meilleur outil actuellement disponible pour appréhender et comprendre les enjeux de notre époque. C'est une synthèse formidable entre les pensées philosophiques et scientifiques les plus modernes et les plus exigeantes, qui rentrent en résonance avec une sagesse passée. Et quelle meilleure preuve de la pertinence des idées développées dans ce livre, qui demande à être évaluées et mises à l'épreuve dans la réalité, que de voir ces idées triompher au moment même de la sortie du livre par l'arrivée au pouvoir, comme je le disais précédemment, de personnes qui sont en train de prendre les commandes de la première puissance mondiale, que ce soit Peter Thiel, Elon Musk, J.D. Vance ou Marc Andreessen. Je dirais enfin que c'est le genre de découverte qui n'arrive que quelques fois dans une vie et qui permet de réévaluer beaucoup de choses à sa lumière. Et donc nous voilà dans la partie conclusion. Je vais essayer de la faire bref. Je dirais simplement que si vous êtes passionné par les idées politiques et philosophiques, vous devez de vous confronter à ces idées et vous devez de les connaître car elles vont prendre, comme je le disais, une importance de plus en plus grande. Et je ne peux donc que vous recommander la lecture de ce livre qui est une masterclass du genre. Après, si la philosophie et la politique ne vous intéressent pas, passez votre chemin, tout simplement.
Et je finis cette vidéo en vous annonçant que suite à celle-ci, je vais en faire une autre avec Ning directement. Ce sera un entretien où nous échangerons autour du livre, mais aussi autour des idées accélérationnistes, numériques, et pourquoi pas aussi autour de l'actualité. Et à cette occasion, cher public, je vous invite à laisser en commentaire de cette vidéo vos questions éventuelles que vous avez pour Nîmes, si vous en avez d'ailleurs, et je lui adresserai directement lors de cet entretien. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette longue vidéo et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo s'il vous plaît, c'est important pour la chaîne et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois, je vous tiendrai informé prochainement. Voilà, je vous remercie, à bientôt les gars.